La semaine dernière, on avait vu que plus je monte en altitude, plus la température est comment? Basse. Je perds combien en température, Nathan? Moins 6 degrés. Alors, voilà, moins 6, alors c'est 6,5 théoriquement, mais même 6 ça va. Ou sinon, ou tous les 1000 pieds, voilà. Ok. Et ensuite, donc ça c'est la température. Et pour la pression, qu'est-ce qui se passe? La pression, elle? Elle diminue, moins 1 pascal tous les 28 feet. Moins 1 hectopascal tous les 28 feet, effectivement. Bon, on a les grandes variations de température et de pression. J'ai pas fait du tout dans l'ordre par rapport à ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave. Ce qu'il faut se souvenir aussi, c'est les grandes couches. Est-ce que vous vous souvenez des grandes couches? La première, comment elle s'appelle? Celle qui est la plus proche de la Terre. Là, c'est la Terre. La troposphère. Troposphère, et effectivement, c'est la transition. voilà, la tropopause, c'est la transition. Putain, j'ai oublié des lettres. Ok, tropopause. Ok, ensuite, on a quoi d'autre? La stratosphère ici, vous êtes d'accord tout le monde? C'est la mésosphère. Alors, c'est laquelle des deux? Qui vote mésosphère, qui vote stratosphère? Alors, mésosphère d'abord. 2, 4, 5, 6. Stratosphère. 2, ok. Bon, ben c'est stratosphère. Stratosphère. Alors, si vous voulez vous en souvenir, stratosphère, ok. C'est T et S. L'ordre alphabétique en fait. TSM. Et le M, MST. Ok. Stratopause, et ensuite mésosphère, mésopause, et à la fin, l'autre qui est là-haut, c'est la thermosphère. Ok, qui est la plus loin. Ok. Bon, voilà. Ce qu'il faut retenir ici, est-ce que vous vous souvenez à peu près de l'altitude grosso chiasso, on avait dit? 11 km. Voilà. 11 km par chez nous, ça va être un peu plus à l'équateur, un peu moins au pôle Nord. Vous vous souvenez, j'avais fait un dessin de qualité comme ça? Ouais, une sorte de patate avec là 8 km, là 18 km, et nous on est à 11. Alors, faut pas tout connaître, c'est l'ordre d'idée de chez nous, 11 km ça suffit, et puis voilà. Et l'ordre des différentes couches, ok? Ensuite, qu'est-ce que j'ai prévu? Ça c'est bon. Composition de l'atmosphère, c'est composé surtout de quoi? L'élément le plus important dans l'atmosphère, de l'air, on va dire. Du diazote. Diazote, ça s'écrit? H2. N2. Ah oui, parce que je me disais H2. Et c'est quoi le deuxième élément le plus important qui nous sauve peut-être des fois un peu la vie? Zachary? Dioxygène. O2, ok. Et après, tout le reste, dont le dioxyde de carbone, dont l'hélium, dont plein d'autres choses, en très petite quantité, mais voilà. L'ordre de grandeur en pourcentage? Alors, quelqu'un d'autre? Ouais. 21% pour l'O2 et 80%. Ouais, 78, 80. En fait, ce qu'il faut, c'est l'ordre de grandeur. Si tu me dis 20 et 80, dans les questions, tu sais déjà à peu près qui est le majoritaire, donc ça suffit. On n'est pas à 2% près, quoi. Okay. Ce qu'il faut voir, c'est que là, en faisant ça, l'avantage, c'est qu'il reste 1% de dispo pour toutes les autres saloperies. Ok? Ok. Bon, on avait dit, il fait chaud, l'hiver, il fait froid. Bon, ok, ça, on est content. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en contrefout. Ouais, on avait fait un dernier truc. Hop. Dernier truc important à se souvenir. Dépression anticyclone. Alors, c'est qui a les pressions les plus grandes, les pressions les plus petites? Ouais. Les anticyclones, c'est les pressions les plus petites. Les plus grandes, les plus grandes. Ok, ça c'est haute pression. Ok. Et dépression, bah, c'est basse pression. Ok. Alors, vous vous souvenez que j'avais mis AD comme aérodrome? Bon, je sais pas si j'avais dit cette astuce. Voilà, je fais ici. Ça s'appelle comment ces lignes d'ailleurs? Les lignes d'égale pression. Ouais. Timio? Non? Les isobars. Il est chaud, hein? Ça, c'est les isobars, ok? Donc là, on lisait par exemple 1024, etc., etc. Et le vent, il est censé être dans quel sens théoriquement, mais il y a un effet pourri qui se passe. Est-ce que vous vous souvenez dans quel sens il est censé être, déjà? Alors. Ah, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Ouais, alors ma question c'était déjà le vent, normalement, il va de vers où vers où?
en théorie. Voilà. Théoriquement, le vent, il devrait aller dans ce sens-là. Parce qu'en fait, il y a un équilibre de j'ai trop de pression ici, j'ai pas assez de pression ici, donc ça a envie de s'étendre et de se transférer comme ça. Mais il y a un effet bizarre, c'est la force de... Ouais, ça fait ça. Effectivement, il y a une force qui nous tire vers le bas comme ça, et c'est la force de Coriolis. Donc ça, c'est l'effet de la force de Coriolis. Ok. Et du coup, dans la force de Coriolis, c'est censé aller vers là, mais la force de Coriolis nous tire vers là, donc en fait, les vents, ils vont un peu comme ça. Alors, ça peut être plus ou moins, ça varie en fonction de l'altitude, ça varie en fonction de plein de choses. Pour vous, ce que vous devez retenir, c'est quoi? C'est que si je devais tracer les vents, voilà, les vents, ils vont dans ce sens-là. Sens des aiguilles d'une montre pour les anticyclones quand on est dans l'hémisphère nord, sens inverse pour les dépressions quand je suis dans l'hémisphère sud. Attention, si je suis encore dans l'hémisphère nord et que je fais ce dessin. Alors si ça marche, c'est possible. Hein. Ouais. Mais il faut retourner. Voilà, donc en fait ici, je suis encore dans le sens des aiguilles d'une montre, je suis encore dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si je faisais un anticyclone ici et une dépression ici, il faut encore retourner. Moi je me mets comme ça, je me dis ok, je sais que ça fait ça et je sais que ça fait ça. Ok? Donc en fait, tout ça c'est l'hémisphère nord. Maintenant, si je fais un dessin dans l'hémisphère sud, personnellement sur mon brouillon, je refais le dessin, je me dis, attends, hémisphère nord c'est ça, hémisphère sud, j'inverse mon dessin. Et ensuite, je le retourne en fonction de la carte qu'on nous propose. C'est que la dépression qui s'inverse. Non, les deux, regarde. Ah oui, non, j'avais vu. Ils s'inversent tous les deux. Ok? En ligne, si vous avez des questions, vous me le dites aussi, hein, d'accord? Ok, donc voilà un petit peu, ça il faut retenir, il faut savoir faire. Ouais. Ah, on a oublié de parler de la pression standard. C'est quoi la pression standard? 1013,25 hectopascal. 1013,25 hectopascal, très bien. Il est fort, il est très très fort. Ok, ça on en a parlé. Ok. Ensuite, on va parler d'un dernier truc, des vents. J'ai une carte. Alors, en fait, ça c'est un truc qu'on fait avant de voler à chaque fois. J'ai une carte avec des vents. Et je vais avoir ici un vent, hop, comme ça. Avec ça, ça. Ici, je vais avoir... alors, il y a plein de flèches, hein. Hop, hop. Voilà. Et ça, c'est dans le nord de la France. Et dans le sud de la France, il va y avoir ça. Hop, là. Ouf, c'est pas des... J'arrive pas à faire des dessins de qualité. Hop là, voilà. C'est bon, c'est pas trop qualitatif, mais vous voyez l'idée. Ok. Combien vaut le vent? Alors je vais essayer de faire des variantes. Hop là. Ok. Combien vaut le vent ici, ici, ici et ici? Alors, vas-y Romain. 150? Non, alors c'est 10 et 5. Donc ça fait 15 nœuds. Attention, on parle en nœuds. Ok. Le deuxième, c'est 10 nœuds. Le troisième, c'est 5. 5 nœuds. Et le triangle? 50 nœuds. C'est 50. Donc là, ça ferait 50 et 5, 55 nœuds. Autant dire que de toute façon, quand il y a des triangles, on n'y va pas. Hein. Trop de vent. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'important? Ah oui, comment je dirais qu'il y a un vent de 15 nœuds qui vient? Alors là, c'est quoi comme direction? Ça, c'est à peu près le 300, on va dire. Ok. Là, le vent, il vient du 300. D'accord? Donc, comment on dirait qu'il y a un vent de 15 nœuds qui vient du 300? On l'écrirait comme ça. 315 kT. Ok? Je vous avais dit aussi, il peut y avoir des vents, quand ils sont très faibles, la direction, elle peut bouger. Bah, dans ce cas-là, on dirait, par exemple, variable de nœuds. 0,2 kT. C'est-à-dire que la direction, des fois c'est là, des fois c'est là, des fois c'est là. C'est des vents qui ne sont pas assez forts pour que ça fasse des vraies directions de vent. Ben, on peut avoir ce genre de choses-là. On va le voir quand on verra les messages, hein, tout ça. Je vous introduis juste un petit peu les notations pour que vous soyez moins perdus quand on fera la troisième partie. Ça va à peu près l'idée sur le vent? Ok. Ah oui. Grâce à quel outil ou instrument de mesure on peut savoir la direction du vent et la force du vent? Allez, quelqu'un d'autre. Corentin, peut-être un peu. Oui. C'est la
La manchette. Ok, alors ça, c'est quand on est sur l'aérodrome, on a effectivement une manchère. La manchère nous donne effectivement à la fois la direction, à la fois la force. On va dire que c'est un outil plutôt ça pour les pilotes qui sont en l'air. Hop, par exemple, là, la manchère, elle s'est cassée. Hop, parce qu'il n'y a pas de vent, par exemple, ou très peu de vent. Et quand on veut une mesure précise, genre j'ai un aérodrome, lui, il va faire des prévisions et des mesures. Quels sont les deux instruments qui nous mesurent précisément? Mathis. Le petit truc avec les cuillères. Le petit truc avec les cuillères, ouais, ok, c'est ça là. Ouais, j'ai ouais, Hop, alors ça, c'est pas la girouette, dommage, mais c'était l'idée. Et il y a aussi l'espèce de coque. Alors, vas-y, Sakari. Anémomètre. C'est l'anémomètre, ouais. Et le coq, que je vais pas dessiner parce que... C'est la girouette. voilà, et la girouette. Ok. On a l'anémomètre qui mesure la force du vent, la girouette qui mesure la direction du vent. Ok, et souvent les deux sont mis ensemble hein, pour des aérodromes. C'est un petit appareil grand comme ça. Ça coûte pas grand chose, on peut en acheter un pour chez nous. Voilà pour ça. Ok. Il nous manque un dernier truc. Hop là. Comme ça, on a fait un petit résumé de la journée. Je vous fais un dessin. Alors, en plus, le dessin, je vais être honnête, sur les annales, c'est toujours le même. Ils se font pas fiers. Hein. Hop. Oui, c'est vrai, le vent froid. J'ai des petits triangles, j'ai des petits ronds, hop là, qui sont tous coloriés, mais j'ai pas envie de les colorier, donc vous imaginez dans votre tête qu'ils sont tous coloriés. Je vais mettre des petits ronds ici, et là je vais mettre des petits triangles. Hop. Et si on tourne la tête, ça fait un monstre qui essaye de vous manger. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on va demander à quelqu'un que j'ai pas entendu encore, Timéo. Le froid, c'est chaud. Alors, c'est le chaud ou le froid ça? Chaud. C'est le front chaud, comment tu sais? Parce que c'est des ronds. Parce que c'est des petits soleils et que ça tient chaud. Voilà. Vincent, c'est quoi ça? C'est le front froid, pourquoi? Parce que ça pique. Comme Voilà, le front froid, ça pique. Ok. Ça, la partie soleil et piquant. Qui se souviennent du nom? L'occlusion. L'occlusion. C'est l'occlusion. Ok. Dernière question. Où se situe le secteur froid? Ouais. C'est derrière le front chaud. Là, le secteur froid? Non, c'est derrière le front froid. Donc là, c'est un secteur très froid en plus. Il est encore plus froid qu'un autre endroit. Où est le secteur froid? le truc qui se prolonge. Ça? Non, au milieu. Derrière? Ouais, Derrière? non, Alors, non. Au milieu, entre le front chaud et le front Non. Au milieu, entre le front chaud et le front froid. perdu. Secteur tiède. Ça, c'est le secteur chaud, ça. Ah, c'est le front chaud. Ça, c'est le secteur chaud. Regarde, j'avais de l'air et j'ai un air chaud qui arrive. Ah, d'accord. Donc tout là, c'est de l'air chaud. Devant lui. Et oui. Voilà, il ne reste plus beaucoup d'endroits. Donc ça, c'est un secteur qui est froid. Donc c'est froid. Et pourquoi lui, il est très froid? Parce qu'en fait, c'est de l'air froid qui arrive, mais qui arrive d'ailleurs. Et donc du coup, souvent, ça, c'est de l'air qui arrive des pôles. Donc là, c'est du vent qui... Ça fait un peu pointer les... hein, voilà. Ok. Pourquoi on a une occlusion? Alors, je vais poser la question différemment. Qui va le plus vite entre le front froid et le front chaud? Nathan. Le front froid va plus vite que le front chaud. Pourquoi? Ah. L'air est plus dense. Exactement. L'air froid est plus dense, donc il va essayer de pousser l'air chaud. L'avantage, c'est comme il a une certaine inertie, il est assez lourd, il va pouvoir bien soulever tranquille. Le front chaud, lui, va venir essayer de faire pousser l'air froid qui est devant lui. Sauf que comme il est plus léger, bah, il lui faut du temps pour pousser, donc il va aller beaucoup moins vite. Ça, c'est pour que vous imaginiez et que vous reteniez. Hein. Ok. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour à peu près des fronts. Si on dessinait ça vu de... Je suis un petit bonhomme. Attention, je suis un petit bonhomme ici. Ok. Donc là, je vais dessiner la vue du bonhomme. S'il regarde devant lui, bah devant lui, il va voir quoi? Ça, c'est la Terre. Et il voit le chaud qui avance par-dessus le froid. Ok. Donc mon petit bonhomme qui est ici, là, c'est du chaud. On peut pas dessiner le bonhomme ici. Là, c'est du froid. Et le bonhomme, il est ici. Voilà. Maintenant, si mon bonhomme, il y a son pote qui est juste à côté,
Alors comme c'est son pote, on va lui faire les bras en l'air, ok? Comme ça on verra la différence entre les deux bonhommes. Il est là, mon bonhomme avec les bras en l'air. Ok? Et lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un front froid qui arrive, et le front froid, quand il arrive, ben, il passe en dessous de l'air chaud. Mais qu'est-ce qui se passe au milieu de tout ça? On avait dit, qu'est-ce qui se passe quand on pousse de l'air chaud vers le haut? Ah, c'est pas il va pleuvoir. Exactement, ça crée des nuages. Alors, à l'avant, ici, on va voir aujourd'hui les types de nuages que ça crée. Ça crée ce type de nuage-là, à l'avant du front chaud. Ici, ça crée des trucs comme ça. Et ici, ça crée les gros méchants. Hop. Ok, l'altère. Voilà. Et là, c'est les orages. Ah! Putain, il s'est pris le... En même temps, il est resté les bras levés en dessous d'un orage, il est un peu con. Ok, voilà. Je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on avait vu la dernière fois. Ouais. Ça va? Ça vous a remis un peu les idées en place? Donc aujourd'hui, on va parler des nuages justement, et de la pluie, et des précipitations, et de tout ça. D'accord? Allez, c'est parti. Donc encore une fois, cette vidéo est sponsorisée par personne. Donc bon, Ah, c'est dommage. voilà. S'il y a des gens qui veulent sponsoriser les vidéos, n'hésitez pas. Voilà. C'est jamais, hein, avec un peu de chance, il y aura des... Alors, c'est Alors, parti. VPS sponsorise un peut-être. Ah ouais, NordVPS, ouais, exactement, super. Alors, l'eau dans l'atmosphère, ce sera M09. Donc je vous redonne toujours les vidéos correspondantes que si jamais vous loupez ou vous voulez vous intéresser un peu. L'eau dans l'atmosphère, elle existe sous 3 états: solide, liquide, gazeux. Alors gazeux, c'est quoi? C'est la vapeur d'eau qui est contenue dans l'air ambiant, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà été en Guadeloupe par exemple, quand on respire, on a l'impression d'être dans un hammam. C'est assez stylé. Si vous n'avez pas été en Guadeloupe, vous avez peut-être été dans un hammam, c'est peut-être un peu plus probable d'ailleurs. En gros, vous imaginez, vous êtes dans une pièce chaude, vous versez de l'eau sur des pierres très chaudes, ça va faire de la vapeur d'eau et vous respirez ça. Et du coup, ça fait de l'eau qui est voilà, dans les poumons, effectivement. Donc ça, c'est la forme de gaz. Sous forme de liquide, pourquoi il y a du liquide dans l'air? Ouais, alors exactement. L'air, en fait, il peut y avoir deux choses. Soit ça peut se condenser, c'est-à-dire que l'humidité va se rassembler en petites gouttelettes. Ça, c'est un mode de formation des gouttes. Deuxième possibilité, ça va être qu'en gros, et on va le faire un peu plus tard le dessin, dès que j'aurai retrouvé mon stylo bleu. Putain, ils sont où mes stylos? T'en as fait quoi? Bon, tant pis. Ah, merci. C'est le bleu que je cherche. Voilà, c'est celui-là. Ah non, c'est celui-là. Non mais, la moitié des stylos sont morts en fait. C'est pour ça. La deuxième possibilité, c'est qu'en fait, quand j'ai de l'air, vous imaginez comme une boîte, ok? Suivant la température, cette boîte, elle peut contenir plus ou moins d'eau. Je vais prendre une boîte à température de 5 degrés. Elle contient, on va dire, pour commencer, 70% d'eau, d'accord? Bon, je fais des trucs un peu abusés, mais c'est pour visualiser. Et quand cette boîte d'air va monter en altitude, qu'est-ce qui va se passer pour la température? Ça diminue. Donc je vais avoir une température à un moment de 4 degrés. Alors là, je ne peux pas le faire en montant, je vais le faire en décalant pour que vous puissiez comparer. La quantité d'eau, elle n'a pas changé, on est d'accord. Donc je fais ma quantité d'eau qui est là. Sauf que quand je monte en altitude, l'air peut avoir de moins en moins... En fait, sa taille à cette boîte, elle va réduire. Et donc, ici, en proportion, la même quantité d'eau avec une boîte plus petite, c'est plus 70%, c'est 90%. Et si je continue à monter, qu'est-ce qui va se passer? À 3 degrés, en fait, ma quantité d'eau, elle est là, et ma boîte, elle est là aussi. Et j'ai atteint 100% de taux d'humidité. C'est-à-dire qu'en gros, si je continue à dépasser, l'eau excédentaire ne pourra plus être stockée dans la boîte, donc ça va se mettre à condenser, et donc ça va se mettre à pleuvoir. Voilà un petit peu pour l'idée. Ce qu'il faut imaginer, c'est que la quantité d'eau, elle ne change pas, mais la capacité de la boîte, c'est-à-dire de l'air, à avoir une certaine quantité d'eau, diminue avec la température. Ok? Ça va? L'idée? Ok. Donc ça, c'était juste pour que vous ayez l'idée. On va le faire à un autre moment, ce schéma, mais au moins vous comprenez de quoi on parle. Ok. Donc, l'humidité, c'est ce qu'on appelle le degré d'hydrométrie ou le degré hygrométrique, d'accord? Faites attention à un truc, il y a marqué degré, c'est pas lié à la température. Ok, c'est un truc con, mais il y a plein de questions sur ça, ils aiment bien essayer de vous dire « Ah, le degré, est-ce que c'est un degré Celsius ?» Voilà. Non, c'est un pourcentage, ok?
Donc là, vous allez l'écrire que c'est un pourcentage d'humidité. C'est la masse de vapeur d'eau réelle par rapport à la masse de vapeur d'eau maximale. Donc là, en gros, c'est l'histoire de la boîte. Si j'ai là, j'ai 70% de ma boîte. Ok? Ça, c'est, entre guillemets, tout ça, c'est la masse de vapeur, la masse max de vapeur qu'on peut avoir à cette pression et à cette température-là. Est-ce que ça va à peu près l'idée? Vite fait. Alors, là, je vais faire une petite parenthèse parce que je suis prof de physique et que quand même, à un moment, il faut que je fasse semblant d'être prof de physique. Il existe un diagramme qui s'appelle le diagramme PT. La pression en fonction de la température. Et il faut savoir que dans ce diagramme, il y a un truc assez stylé. Ah, il y a le Tu le connais, le point triple? Ouais. Vous l'avez vu déjà, ça? Non. Non. D'accord, ok. Ok, excuse-le d'avoir de la culture apparemment. Donc ce point-là, c'est le point triple. Alors vous allez me dire, ok, c'est le point triple, on est très content, mais on ne sait pas à quoi ça correspond tout ça. Est-ce que tu sais me dire du coup à quoi ça correspond, les différents états? Quand il fait très chaud, est-ce que j'ai plutôt tendance à être sous forme gazeux, liquide ou solide? Ouais, gazeux, très très chaud. Donc là, on est sous forme de gaz, ok? Qu'est-ce qui se passe si je réduis légèrement la température? Ça met sous forme liquide et solide après, mais Voilà, liquide ici, solide ici. je crois que j'ai compris. Et, alors j'y viens, quand on est à pression atmosphérique, on est là. Une atmosphère, Il y a les trois états en même temps. une atmosphère, on est là. Et je vais vous demander un petit truc. Si je veux passer entre gaz et liquide, c'est quoi la température de passage entre les gaz et les liquides? 100. Voilà, c'est la température d'ébullition, 100 degrés Celsius. Ok? C'est quoi la température de passage entre liquide et solide? 0 degrés Celsius. Ouais. Vous y voyez en distance avec mon rouge là, pourri? Monsieur, tenez, celui-là, il est pas. Ah, merci. Ah, je vais réécrire ça. Ah, c'est peut-être juste moi, mais c'est pissé. Ok. C'est mieux là? Un peu mieux. Ok. Même si de toute façon je fais pas vraiment attention à cause du bac blanc. Ok. Après, ce sera enregistré de toute façon. Est-ce que là, c'est mieux comme ça? Avec la lumière? Je sais pas si... Oui. Ok, cool. Ok, impeccable. Donc, je vais laisser comme ça. Ok. Donc, ça, c'est une petite parenthèse, mais ce qui est important de voir, c'est que si je suis à une certaine température, bon, attention, c'est pour schématiser, hein. Si je suis à une certaine température et que je diminue la température, je vais passer de gazeux à liquide. Ok, bon, et si je passe dans le très négatif, je passerai à solide. Ok. Un petit exemple. Si je viens en altitude, la pression, elle diminue ou elle augmente? Elle diminue. Donc si j'étais en altitude, quand je vais en montagne, par exemple, je diminue ça. Ce qui veut dire que mon eau, elle va bouillir à moins que 100 degrés. Ça, c'est stylé. Bon, ça ne nous sert à rien parce qu'en fait, c'est 98 et quelques. Donc la différence, vous êtes en train de faire votre feu, vous n'avez pas le feu que vous réglez pile poil au degré près. Mais dans l'idée, c'est quand même stylé de le savoir, quoi. Ok. Ça permet d'essayer de comprendre que quand on diminue la température, on va transformer du gaz vers du solide, vers du liquide, pardon. Ok. Le point triple, c'est un point où les trois états coexistent. Il existe une arnaque par ici, là. Exactement. Il y a des passages au-dessus. Et il existe un dernier truc. C'est des endroits où on peut être ici. Alors, pas très loin d'ici, là. Dans cette zone-là, on devrait être solide, en théorie. Et en pratique, les gouttes, elles sont encore liquides. Alors ça arrive souvent, et vous pouvez faire l'expérience. Vous prenez... Je sens que je vais regretter mon dessin, mais c'est pas grave. Hop là. Une bouteille, ceci est une bouteille d'eau minérale, surtout, eau minérale. Vous la mettez au congèle. D'accord? Vous la sortez au bon moment. Alors le bon moment, il faut le trouver, il y a un certain temps et tout ça. Vous allez le sortir et c'est liquide. Et ensuite, vous donnez une pichenette et ça se met à se solidifier et à devenir de la glace. C'est-à-dire que c'était liquide et ça passe en solide. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'eau surfondue. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles en aéronautique? Eh bien, au contraire, c'est hyper important. Je sais pas, on n'a pas encore vu ça complètement, on le verra dans la partie sécurité. Quand je suis en avion, des fois quand je vais passer dans certains nuages ou dans certains trucs un peu chargés en humidité, on peut avoir des températures négatives et avoir de l'eau encore sous forme liquide. Et au moment où je passe dedans, c'est comme si je mettais un choc.
Donc la goutte qui va venir taper sur mon aile ici, elle était sous forme de goutte, ou aux formes voilà, de pas très loin de goutte, et au moment où je tape, bam, solide. Et là on a énormément de givre qui va se former, pas instantanément mais pas loin sur les ailes. Et là la durée de vie dans ces cas-là, elle peut être très réduite. Et d'ailleurs il y a certains avions qui ont des, je ne sais pas si on en avait parlé, mais des petits fils électriques pour dégivrer. Ça dégivre que jusqu'à un certain niveau. Et en cas de glace surfondue, le problème de la glace surfondue, c'est qu'elle vient se geler et qu'elle épouse la forme et tout ça. Et ça peut être vite critique. Voilà. Mais il faut redescendre le plus vite possible pour se remettre à des températures normales et sortir de la partie où il y a de l'eau surfondue, quoi. Mais il faut s'en rendre compte rapidement. Parce que dès que les ailes elles commencent à charger, tu perds le côté aérodynamique. Sauf que le problème, c'est facile à gagner parce qu'elle était en eau, elle se transforme en glace instantanément. Par contre, pour faire refondre ça, c'est compliqué. Hein. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on en parle de ça, c'est que c'est un concept important qui peut être vite dangereux en aéronautique, l'eau surfondue. Et d'ailleurs, il peut pleuvoir, et au moment de l'impact, ça se transforme. Alors, dans certaines conditions, c'est pas des pluies qui viennent de très haut et qui tombent quasiment au niveau du sol, c'est pour ça que nous, ça ne nous arrive pas. On en a rarement de la pluie qui nous tombe et qui se transforme en glace sur nous, heureusement. Parce qu'il y a trop d'impuretés et le chemin, chaque instabilité transforme en glace. D'accord? Mais du coup, pour nous, en tant qu'humains au sol, c'est de la grêle. Voilà. Mais pour les avions qui se baladent dans les nuages qui sont avec de l'eau surfondue, ben, ça peut être problématique. Ok? Voilà. C'est une petite parenthèse, mais je pense que c'est une parenthèse importante. On mesure l'humidité avec un hygromètre, voilà, ou un psychromètre, voilà. Bon, voilà. En gros, il y a le psychromètre, c'est quoi? C'est deux thermomètres, et il y en a un thermomètre, il est dans un truc fermé où il y a 100% d'humidité. Et donc c'est une mesure relative en fait. Bon. Bref. Ok. Allez, zouf. Donc, on en arrive au point de rosée. Alors le point de rosée, c'est important parce que justement, c'est ça qui va nous permettre de savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Le point de rosée, c'est la température à laquelle on est à 100% d'humidité. D'accord? Donc, dans les prévisions météo, on va voir plus tard que dans les messages qu'on reçoit, on va recevoir des trucs comme ça. M05, M03. Et ça nous dit la température actuelle. Et ça, c'est la température du point de rosée. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au sol actuellement, il fait moins 5. Et le point de rosée, il est à moins 3. D'accord? J'aurais dû faire l'inverse. Je suis un couillon. Moins 3 et température de point de rosée. Alors je vais prendre des trucs plus simples. Je vais prendre voilà, 0,3 et là 0,5. Ok, ce sera plus simple qu'en négatif. Donc ça veut dire qu'actuellement il fait 5 degrés et que le point de rosée il est à 3 degrés. Imaginons que je sais que j'ai un taux d'humidité ici de 70%. Et je prévois de monter. Donc à la température de 5 degrés, c'est là où on va faire le dessin. Hein. À la température de 5 degrés, j'ai 70% d'humidité. Et je prévois de monter. Jusque-là, ça va. Je prévois de monter à 1000 feet. 1000 feet, je perds combien? 2 degrés. Tiens, c'est marrant, hein, c'est bien choisi. Donc je fais 1000 feet en altitude. Hein. Là, je suis en altitude. Ok, ça c'est une échelle d'altitude. Bon, elle est à l'horizontale, mais c'est parce que c'est plus simple à faire comme dessin. Donc, je fais 1000 feet. Qu'est-ce qui se passe quand je fais 1000 feet? Ben, j'ai perdu 2 degrés. Donc je vais avoir une température de 3 degrés. Et bien dans ce cas-là, si je fais ma boîte correctement, c'est-à-dire pas comme sur mon dessin, voilà, hop, je suis arrivé à 100% d'humidité. Ok? Ce qui veut dire qu'à ces hauteurs-là, je vais avoir du brouillard, je vais avoir potentiellement de la pluie. Alors vous allez me dire, les avions, ils s'en foutent de la pluie, mais dans des cas où les points de rosée sont assez bas, dans les cas, il peut y avoir pas mal de choses. Et puis la pluie, c'est une baisse en visibilité pour nous. Et comme on travaille à la vue, bah, c'est bien d'avoir le moins de précipitations possible. Alors, c'est pas grave si on en a, mais c'est mieux si on n'en a pas trop.
Ça va? Donc ce dessin-là, moi je vous conseille de le faire à côté pour comprendre que le point de rosée, c'est l'histoire des boîtes de quand je suis à 5 degrés, j'ai une grande boîte, quand je vais monter en altitude, je vais être à 3 degrés, ben, je suis arrivé à 100%, c'est bien la température du point de rosée. Ok? Et la rosée, en fait, on parle de la rosée matinale. Vous avez jamais vu ça? C'est quand les petits brins d'herbe, ils ont des petites gouttes dessus, regardez. La petite goutte, ça c'est la rosée. En fait, la rosée, c'est que quand j'ai atteint le point de rosée, l'eau qui était dans l'air s'est condensée parce qu'on est arrivé à plus que 100%, donc ça s'est mis sur des bouts, voilà. Et les bouts, c'est les petits brins d'herbe comme ça. Ceci est un brin d'herbe, bien entendu. Et on va, tout ça, ils en parlent de la rosée dans la M11. Ok? Allez, c'est bon? Et donc, vous avez dans le manuel un dessin qui est presque aussi beau que le mien. Voilà. Ok. Ensuite, on va parler des autres phénomènes. Alors ici, ils vous ont fait un dessin que moi je trouve absolument infâme. Bon, c'est une possibilité. Parce que celui qui l'avait pas fait. Ben voilà, exactement, c'est pas moi qui l'ai fait. Et en plus, je le trouve pas très pratique. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que il y a 3 états. Alors en fait, il en existe un 4e, mais dont on ne va pas parler. Liquide, gaz, solide. Ok? Quand je veux passer un solide au liquide, est-ce qu'il faut que je lui donne de l'énergie ou est-ce que c'est lui qui me rend de l'énergie? Faut lui en donner. Ouais. En gros, je veux faire fondre des glaçons, je les fais chauffer. Donc pour les faire chauffer, je leur donne de l'énergie. Si je veux passer un liquide en gazeux, par exemple faire bouillir de l'eau, je fais chauffer aussi, donc je donne de l'énergie. D'accord? Maintenant, si je veux faire passer ensuite un gaz vers du solide, il faut que je donne de l'énergie. Voilà. Alors, comment s'appellent ces 3 états? De solide vers liquide. Je vous ai dit, on fait quoi pour des glaçons? On les fait fondre, donc c'est la fusion. Ok? De liquide vers gaz. Vaporisation, ouais. Alors, la vaporisation, des fois on dit l'évaporation aussi. Ça marche aussi, ok? Et de gaz vers solide, alors ça c'est un truc un peu particulier, on en parlera après. Ok? Ensuite, on peut faire l'autre sens. L'autre sens, c'est de liquide vers solide. Solidification. Ok? Ensuite, gaz vers liquide. Alors voilà, ça a 2 noms. Soit liquéfaction. Alors je vais les écrire à côté parce que j'arrive pas. Liquéfaction. Faction. Soit condensation. Alors le problème de la condensation, en fait, je ne sais pas si vous le voyez, est-ce qu'ils l'ont mis ici? De gaz vers solide, ils l'ont aussi appelé condensation. Sauf qu'ils ont mis condensation solide. Donc là, c'est une condensation liquide. Et là, c'est une condensation solide. Condensation solide. Ok? Et de solide vers gaz, c'est la sublimation. Alors, est-ce que ça arrive souvent, ça? Avec des extincteurs, non, de CO2. Alors, par contre, je me suis trompé de couleur, là. La gasification. Attends. Ouais, je me suis trompé de couleur, là. Hop. La sublimation, il faut lui donner de l'énergie. Sublimation. La gazéification? Non, c'est pas du tout dans le même contexte. Sublimation, et là j'ai dit condensation solide. Condensation solide. Théoriquement, si je ne me suis pas planté, on doit retrouver à peu près les mêmes. De solide à liquide, fusion. Solide à liquide, fusion, et je donne de l'énergie. Liquide à gaz, évaporation, et je donne de l'énergie. Et solide à gaz, sublimation, et je donne de l'énergie. À quel moment on passe de solide à gaz? Dans des très fortes énergies. Alors je vais vous donner un exemple que vous ne pourrez pas refaire. Extincteur? Ouais, c'est deux, non? La glace carbonique. Ouais, mais ça passe de solide à gaz? Si. Ouais, si, enfin si, il a raison, c'est que c'est un solide, la gaz carbonique qui passe directement en... Ouais, ok.
Alors moi je vais vous donner un exemple un peu plus mortel. Chez moi j'avais fait une expérience, alors avec un mélange que je ne dirai pas le mélange. C'est une poudre qui normalement brûle, mais qui brûle en faisant énormément de chaleur. C'est-à-dire que, en gros, pour un truc comme ça fait des flammes d'1 mètre. Pour un tas comme ça. Hein. Vraiment, une pièce de 2 euros, on fait des flammes d'1 mètre. De la thermite, monsieur? Alors, c'était pas de la thermite, mais c'était à l'époque un ancien désherbant qu'on pouvait mélanger avec d'autres choses. Et on pouvait faire brûler bien. Et ça revient à de la thermite. Hein. Ce que j'avais fait, j'avais mis un papier, voilà, un petit papier enflammé comme ça, pour que ça brûle et que pour pouvoir me reculer. Le papier, en fait, la petite flamme qui était là est morte, et du coup, ça n'a pas brûlé. Qu'est-ce que j'ai fait, sachant que c'était un pot de mayonnaise? J'ai mis le couvercle, et pour être sûr que ce soit bien étouffé, j'ai secoué. Je vous le dis, bon, j'avais 12 ans, hein, j'ai pas été physicien à ce moment-là. Au moment où j'ai secoué très bien, j'ai lâché, et en fait, voilà, ça n'a pas explosé. C'est-à-dire qu'il y avait tellement d'énergie que le verre ici s'est directement sublimé. Il n'y a pas eu de verre, j'ai pas eu de bout de verre, parce qu'en fait, c'est même pas passé par exploser, c'est que le verre est passé directement à l'état gazeux. Oui, je me suis retrouvé dans une boule de feu de 2,50 m de diamètre, avec des cheveux, donc j'avais les cils brûlés, les sourcils, les cils brûlés, le dessus des cheveux qui brûlaient, mais l'arrière de la tête qui n'était pas tourné vers le truc aussi. Ça vous donne un peu l'idée. Et j'ai eu de la chance, j'ai juste eu une brûlure à la main de 2e degré. Et plus de cheveux. Si, mais c'était juste en train de brûler un peu. Voilà. C'est Voilà. cool. Donc tout ça pour dire que pour passer de solide à gaz, en fait, et pour pas passer par là-haut, il faut des très hautes températures, une énorme énergie quasiment instantanée, quoi. Voilà. Ok. Voilà, c'était une petite parenthèse. Allez, c'était l'avis de Steph. Merci d'être venu. À bientôt. Ouais, donc ici d'un côté, ah oui, j'ai oublié de dire, les réactions qui donnent de la chaleur et les réactions qui absorbent de la chaleur, elles ont des noms? Exothermique et endothermique. Voilà, exactement. Exothermique et endothermique? Exactement. Celles qui absorbent, c'est des réactions endothermiques. Celles qui donnent, c'est des réactions exothermiques. Ok, donc je vous conseille de les marquer, ces deux mots, je les ai déjà vus écrits dans certaines annales. Où on vous demandait, ah, cette réaction de passage de là à là, est-ce que c'est exo ou est-ce que c'est endothermique? Ok? Voilà. Et ça, c'était dans M09, les autres phénomènes. Hop, à tes souhaits. Je sais pas qui. Oui, c'est que ça revient en fait. C'est pas organisé pareil les vidéos que le truc. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Ok. Alors, là, vous voyez dans le livre, ce qu'il vous dit, c'est que la surfusion, ça peut arriver jusqu'à des températures de moins 40 degrés. C'est-à-dire qu'à cette température-là, on peut encore avoir des gouttelettes d'eau et non pas des cristaux de glace, quoi. Donc c'est pas négligeable comme phénomène. Ok. Hein? Le mercure gèle. Ouais, bah là, il n'y a pas que le mercure qui gèle hein, à cette température. Je répondrai pas à cette question. Pardon? Oui, oui. Donc, ensuite, on va parler de la traînée de condensation, les fameuses chemtrails, qui sont non pas des produits chimiques déversés par des gros méchants, qui sont juste derrière l'avion. Il y a des phénomènes de turbulence qu'on a déjà vus. Ben, avec ces phénomènes de turbulence, l'air il peut se comprimer, se décomprimer, il peut y avoir plein de choses, et du coup, c'est de la vapeur d'eau. Ce ne sont pas des produits chimiques. Même si parfois un avion peut épandre en quelque sorte Alors, du kérosène en cas de délestage. Voilà, par exemple. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir du délestage, c'est-à-dire des gros avions qui, à un moment, pour des raisons de sécurité, ils ont besoin de se débarrasser de kérosène. Alors, ça coûte cher de faire ça, mais ça coûte moins cher que de tuer des gens. Et donc, dans ces cas-là, en l'air, il peut y avoir des moments où ils ont une sorte de trappe et ils évacuent du carburant. Ouais. Ouais. En gros, ils se déchargent pour avoir la masse minimale, pour avoir le moins d'énergie cinétique possible sur des atterrissages très courts, notamment. Voilà. Et les très gros avions, ça peut arriver en cas de changement de vent, en cas de plein de choses. Genre, ils doivent se poser à un autre aérodrome. Et en fait, ce qui se passe, c'est que au décollage, leur train peut supporter, sauf que pour l'atterrissage, le contact il va y avoir est plus violent et le train ne peut supporter qu'un certain poids. Et si jamais ils ont dû se détourner entre-temps, ils ne peuvent pas atterrir à la masse quasi max qu'ils ont
Donc ils sont obligés de se débarrasser d'une certaine partie du carburant pour aller atterrir, parce que sinon le train d'atterrissage ne tiendrait pas le coup. Voilà pour la petite histoire de pourquoi il parlait de ça, Tom. Merci pour la remarque, Tom. C'est une très bonne remarque. On va parler des nuages dans M12. Voilà. Alors, les nuages, hop. Les nuages, c'est tout ce qui est en suspension dans l'atmosphère. Alors, dans les nuages, en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai une certaine quantité d'eau contenue dans une certaine boîte d'air entre guillemets. Hein. Ma boîte, comme l'air chaud, il est plus léger que l'air froid, ça monte. La taille de ma boîte rétrécit, mais la quantité d'eau ne change pas. Et il y a un moment où j'arrive à une certaine hauteur où je suis à 100%. Et là, il y a deux possibilités. Si mon air est encore plus chaud que l'air ambiant, ça va continuer à monter. Et au moment où ça continue à monter, ma boîte est rétrécie encore, et donc l'eau excédente, elle est obligée de se débarrasser, et il pleut. Ouais. Soit ça reste pile poil à cette hauteur, et on est arrivé à 100%, et ça va nous faire des nuages qui sont très stables. On va avoir 100% d'humidité à certaines hauteurs. Et donc, on va voir que, en fait, il y a deux grandes familles de nuages. Les nuages où les bulles continuent à monter, les nuages où les bulles continuent à rester à une certaine altitude où on est à 100%. D'accord? Et ça va être deux grandes caractéristiques de nos nuages. J'ai du mal à parler. Hein. Il y a plusieurs couches de nuages, a priori. Pardon? A priori, il y a plusieurs couches de nuages. Alors, c'est ce qu'on va voir. On a un super dessin, et comme il n'est pas assez bien fait dans le manuel, je vais le refaire, bien entendu. Voilà. En fonction de leur taille, les nuages, ils ont des noms. Exactement, et vous allez devoir connaître ces noms. Ok? Donc là, ici, je saute toute cette diapo-là parce qu'en fait, ça revient un peu à ce que je vous ai dit. L'air chaud monte et on a des boîtes avec une certaine quantité d'air et donc ça peut se stabiliser avec les 100% ou justement faire de la pluie et tout ça. D'accord? Donc, l'idée c'est ça, c'est est-ce que c'est stable ou est-ce que c'est instable? Quand c'est stable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, mes trucs qui sont ici deviennent être à 100% et ils vont se stabiliser dans une certaine couche. Quand c'est instable, ça veut dire que, regardez, ici, ma boîte d'air, elle est à 17 degrés. 17 degrés, c'est mieux que l'air ambiant. Donc, elle va continuer à monter. Et donc, elle va encore se réduire en taille. Oh merde. Je vais attendre 2 secondes que ça finisse de... Donc là, ça va faire ce qu'on appelle des nuages. Celle-ci, vous voyez que ça va faire des zones comme ça de stabilisation. Une zone plate, c'est ce qu'on appelle une strate. Je ne sais pas si vous avez fait de la géologie. Les strates géologiques, c'est les petits traits qu'on voit sur les cailloux. Bref. Nuage stratiforme. Ok, ça c'est la première catégorie qu'on va voir. Et si ça continue à monter, ça va être des nuages. Alors le mot, j'ai du mal à le dire, donc je vais le recopier. Cumuliforme. Ok? Donc ça va être les deux grandes familles. Les nuages stratiformes, ils vont en gros avoir cette gueule. Ça va faire une couche comme ça un peu plate. Les nuages cumuliformes, vous imaginez, ça va faire un truc plutôt comme ça. Ceci est un nuage. Ça se voit pas trop, mais voilà. Hein? C'est un nez. Ok. Voilà. Donc, voilà un petit peu l'idée des deux grandes familles de nuages. D'un côté des nuages stratiformes, de l'autre des nuages cumuliformes. Ce qu'il faut retenir, c'est que là on est dans les nuages plutôt stables, et là on est dans les nuages avec de la masse d'air qui est instable. Ok? Et ça joue sur beaucoup, parce qu'une masse d'air instable va avoir tendance à pleuvoir. Alors qu'une masse d'air stable, ça va rester un petit peu comme ça. Il y aura plus de turbulence dans une masse d'air instable. Et effectivement, ici, comme c'est de l'air chaud qui a tendance à monter, s'il y a de l'air qui monte, il faut de la... Ici, il y a un vide qui s'est créé. Donc ça va avoir tendance à faire des appels d'air comme ça. Donc effectivement, sur les nuages cumuliformes, on va avoir un peu plus de mouvement d'air. D'ailleurs, quand on fait du parapente, c'est ce genre de nuage qu'on va chercher. Alors, on ne va pas chercher à aller dedans, surtout pas, mais on va aller chercher à aller en dessous. Parce que en dessous, c'est quoi? C'est de l'air chaud qui monte. Donc, s'il y a de l'air chaud qui monte, il y a de l'air qui monte. Et donc, pour nous, en parapente, par exemple, on va aller chercher en dessous de ces cumulus là, parce que c'est impeccable, on sait qu'il y aura de l'air qui monte. Vous voyez un petit peu l'idée? À quoi ça sert? Et nous, quand on est en avion,
on sait que quand on voit ça, il va y avoir plus de turbulence, alors que quand il y a ça, bon, ben, on aura un peu moins en visibilité, mais il y aura moins de turbulence. Voilà. Ça va l'idée à peu près? Ouais. Ils sont à quelle hauteur ces nuages? Et bien justement, merci pour la transition. On va pouvoir tourner la page. Ben, pas tout de suite, mais on va pouvoir tourner la page et on va pouvoir... voilà. Alors, ces nuages, ils peuvent se faire avec plusieurs choses, d'accord? Donc nous, on a vu ici de l'air qui monte à cause de la chaleur. Il existe ici un autre type de nuage. En fait, une autre raison de comment les nuages peuvent se former. Et je vais vous en montrer un, parce qu'il est très beau. Voilà. Et que la beauté, c'est tout en ce monde. Il y a ce qu'on appelle le soulèvement orographique. Alors, c'est un mot compliqué pour dire j'ai une montagne, j'ai du vent comme ça. Qu'est-ce qui se passe pour ma boîte d'air ici? Elle va monter. Elle va monter. Et puis ça va Qu'est-ce qui se passe quand ma boîte d'air qui était à 70% monte? à 100%. Ben, elle passe à 100%. Exactement, elle va passer à 100%. Et donc ici, autour du sommet, je peux avoir des nuages. Ils sont beaux, hein, mes nuages. Mais le seul problème aussi, c'est que ici, mes nuages, alors il peut pleuvoir par exemple, de ce côté-là d'ailleurs souvent. Souvent il pleut plutôt du côté gauche, d'accord? Ici, ma masse d'air, elle s'est débarrassée de son eau. Elle descend. Donc, qu'est-ce qu'elle va avoir tendance à faire? Elle va avoir tendance à faire ça. Ouais. Et, sauf qu'il y a d'autres phénomènes, et en fait, ça va avoir tendance à faire ça un petit peu. Oui. Et ici, on peut encore retrouver des nuages. Et oui, l'air, il a fait une sorte d'ondulation comme ça, donc quand il remonte, hop, ça refait des nuages. C'est stylé, hein? Souvent, ici, ça fait des assiettes, en fait. Ça s'active. Hop, ça fait des assiettes comme ça. C'est joli. Ok? Donc voilà, c'était juste pour dire que les nuages, alors nous on a dit ça peut être des bulles d'air chaud, mais ça peut être aussi lié au relief ou d'autres trucs. On vous fera pas chier avec ça, c'est juste parce que c'est intéressant. C'est intéressant parce que quand je vais voler, si mon avion, je viens comme ça, là, je vais avoir tendance plutôt à préférer passer là qu'à passer là, ou sinon à m'écarter un petit peu. Ici, je sais que je vais avoir des turbulences. Alors c'est pas grave, mais il faut le savoir. Surtout si je vais trop près, le problème d'être ici, c'est que vous voyez, j'ai un rabattant ici. J'ai un truc qui essaye de me ramener vers le sol et la montagne. Pas ouf. Pas ouf, ouais, clairement. Ici, le problème, s'il faudra que je fasse attention, c'est que si je suis ici là en train de voler, mon avion il va faire ça là, hein, il va petit à petit dévier vers la montagne. Donc il va falloir que je fasse gaffe aussi. Donc en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais endroit. En tout cas, dans tous les cas, il faut savoir comment ça se déroule, d'où vient le vent pour savoir qu'on va être poussé vers le haut, vers la gauche, vers la droite, etc. Ou vers... Là, ici, ça nous montrait vers le haut. Bon, monter en même temps, c'est forcément vers le haut. Bref. Ok. On en arrive à mon dessin préféré. Hop là. Alors, ce dessin, le problème, c'est que ici, la place, elle n'est pas suffisante sur la feuille. Donc moi, je vous conseille d'avoir une petite feuille à côté. C'est vous qui voyez, mais c'est quand même plus pratique. Parce qu'on va rajouter plusieurs infos, d'accord? Par contre, il saoule avec sa perceuse là. Il existe, vous voyez, une classification comme ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on va la refaire à côté. Ok? Donc, on a dit qu'on a deux types de familles de nuages. Les nuages stratiformes. Stratiformes, qui sont plutôt stables ou instables? Voilà, stables. Et les nuages cumulo... Alors non, nuages cumulo... C'est pas plus uniforme. Cumuliforme? Ok, pardon, putain. Je vous avais dit que je n'aimais pas ce mot. Hein. Cumuliformes, qui eux sont tendance à être plutôt instables. Alors instable, c'est relatif, mais vous allez voir que la relativité, elle est relative aussi. Hein. Ok. Et ensuite, effectivement, ce tableau, il va se construire en fonction de l'altitude. Et de 0 à 2 km, donc ça c'est 2 km, du sol à 2 km, c'est ce qu'on va appeler les nuages qui sont bas. D'accord? Les nuages bas, en général, on leur met pas de nom spécial, on va pas les emmerder. Ok? Donc je vais faire un trait comme ça. Les nuages bas, on va pas les emmerder. Ensuite, on va avoir des nuages moyens, jusqu'à à peu près 6 km. On va leur donner un petit nom. C'est les nuages moyens, ça. Et ils ont, c'est marqué dans le tableau, mais bon, voilà. On va les appeler les altos. Ok? Et
au-dessus de 6 km, jusqu'à où? Les nuages, ils s'arrêtent où à peu près? Alors, ils s'arrêtent à la tropopause. Et la tropopause, on avait dit, pour nous, c'est environ 11 km. Donc ici, le 11 km, quand ils mettent 8 ou 11, en fait, ah non, ils mettent 8 à 18, pour nous, c'est plutôt 11. Ok, c'est la tropopause en fait. Et ça, c'est ceux qui sont les nuages qu'on appelle les nuages hauts. Et les nuages hauts, on les appellera cirrhos. Ok? Voilà un petit peu l'idée. Donc ça, c'est la couche supérieure. Donc des fois, on dit inférieur, moyen, supérieur. Nuage bas, moyen, haut. Bon, c'est pareil. Ces nuages-là, on va commencer par les nuages les plus mignons. Je vous propose. Les cumulus, moi je les aime bien. Ils sont tout mignons. C'est quoi un cumulus? Hop, ça c'est un cumulus. Regardez, cumulus. Il est mignon, hein? Alors le cumulus, vous voyez qu'ici ils les ont dessinés un peu différemment, un peu plus allongés. Ils peuvent être plus allongés, hein, ça dépend. Nous en général on voit surtout hop, la partie mouton. On voit pas trop forcément la partie haute qu'on a en dessous. Ok, ça c'est des cumulus. Ils s'écrivent, chaque nuage a sa propre notation. Les cumulus s'écrivent CU. Les cumulus, ils ont quoi comme caractéristique, vu que c'est des nuages instables? Ils peuvent pleuvoir un peu. Hop. Ils sont mignons, mais ils peuvent pleuvoir un peu. D'accord? Surtout, ils permettent d'avoir des ascendants aussi. Donc ça, c'est les nuages bas. Ensuite, dans les nuages simples, stables, on va avoir les stratus. Stratus, c'est en gros... Hop. Je ne sais pas si je l'ai bien fait, mais c'est en gros ça. Hein. Comment ça s'appelle pour nous un stratus? Bah, si ça touche le sol, c'est un brouillard. Ok? Donc ça, c'est environ, c'est du brouillard, quoi. D'accord? C'est plus ou moins gris, ça réduit vachement la visibilité. Les stratus, ils sont notés ST. Ok? Ensuite, on va avoir le bébé des deux, ici, le stratocumulus. C'est un truc bizarre où il y a un peu de ça, un peu du... Oh putain. Je vais avoir un peu des deux, c'est-à-dire que j'ai des cumulus, mais j'ai des cumulus qui se sont mis un peu côte à côte, comme ça. Vous voyez? Hop. Voilà. J'ai un truc comme ça, quoi. Et là, c'est mon stratocumulus, ça. On va pas vous emmerder, je pense, sur le stratocumulus. Honnêtement, c'est pas important. Et à côté, je me suis pas mis, mais là, il y a la catégorie des bestiaux. Voilà. On la fera après. Les bestiaux, on les fera après, hein, d'accord? Voilà pour ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur ça? C'est à peu près tout. Ceux-là, là, les stratocumulus, ils ont tendance à être larges et assez sombres. Parce qu'ils mélangent le côté stratus qui, lui, est léger, du côté cumulus qui, lui, est assez dense. Ok? Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? C'est tout. Là, et lui, ouais, le cumulus, c'est ce qu'on appelle, vous savez, les moutons, les choux-fleurs, c'est les trucs qu'on voit le plus souvent, hein, les cumulus. Qui font des formes. Ouais, voilà, ceux qu'on aime bien pour voir avec les formes et tout, et après on peut s'allonger dans l'herbe et tout, et rigoler. Voilà. Bref, donc, une fois passé ce moment de poésie, on va avoir les altostratus. Alors, dans les nuages qui sont ici, là, les altostratus. Ok? Donc la logique, c'est, là, c'est tout ce qui est stratus. Là, c'est tout ce qui est cumulo. Alors, cumulo, on verra que ça peut être cumule quelque chose, quoi. Hein, voilà. Et stratus, ça peut se mettre avant ou après. Alors que là, le alto, c'est un préfixe. Cirrho, c'est un préfixe. Ok? Donc ici, je peux avoir les altostratus. Alors les altostratus, il faut que j'arrive à le dessiner à peu près. Hop, altostratus. Hop. Ça se présente comme quoi? Ça se présente comme en l'air une sorte de nappe. Un truc où le ciel il est grisâtre. On voit à travers, il fait jour, mais il fait pas très jour non plus, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez déjà été à Paris? Globalement, l'ambiance parisienne, quoi. C'est gris chiant, quoi. Gris où tu te dis, un peu comme aujourd'hui, là. Gris où tu te dis, il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Bah, c'est ça.
L'altostratus, c'est le il n'y a pas de soleil aujourd'hui, quoi. C'est le relou. Ouais, c'est le truc de la dépression, quoi. L'altrostratus, il s'écrit, merde, en rouge, AS. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? En gros, quand on regarde dans un altostratus, c'est un peu comme si j'avais pris une fenêtre que je raye. Vous savez, le verre dépoli, là? J'ai mis une grosse fenêtre de verre dépoli tout au-dessus de notre tête, quoi. On voit pas le soleil, on voit pas du ciel, on voit rien, on voit du gris. C'est chiant. Voilà. Ça, c'est l'altostratus. Un super nuage. Alors, pourquoi il peut être bien, pourquoi il peut être chiant? Mais en fait, bon, il est quand même assez haut, 2 km ça commence à faire. Hein. Pour nous, en termes d'avion, on peut voler par ici, on est tranquille. Hein. Donc, on n'est pas non plus emmerdé par le côté je vais rentrer dedans. Sauf si je monte beaucoup, mais c'est pas ça le problème. C'est surtout que, ben, en termes de luminosité, au sol, on voit pas forcément bien les éléments. On y voit moins bien, la luminosité ambiante, elle est quand même vachement réduite. Ok. Du côté des cumuliformes, on va avoir les altocumulus. Les altocumulus, hop. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Bah déjà ils sont plus hauts. Ils ont une ombre portée un peu plus importante. Je sais pas comment je vais le dessiner. L'altocumulus il est un peu plus badass. C'est en gros des nuages qui sont un peu blancs et en termes de forme, eux ils sont déjà un peu plus hauts comme ça. Ils font des trucs un peu plus, voilà, un peu plus massifs. Ok. Voilà pour ça. Altocumulus, ça s'écrit ACU je crois, non? AC plus. AC, ouais. AC, pas ACU. Ok. Bon, voilà. Ensuite, il en reste 2 qui nous intéressent et après on va venir sur les gros bâtards. Ici, on a, alors, je vais même pas le tracer comme ça, je vais le faire comme ça. On a une couche comme ça là, alors je la fais comme ça pour que vous voyez. Ça c'est le cirrostratus. Cirrostratus. Le cirrostratus, quoi, ce qui s'écrit CS, hein? Ouais, c'est ça, ok. Ça se présente comme un voile plus blanc. En fait, celui-là, il est moins, il réduit moins la luminosité que lui. Et s'il y a le soleil derrière, attention, dessin du soleil. Alors déjà, on le devine derrière le soleil, et souvent, ça fait une sorte de halo autour du soleil comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. On a une pression qui est une sorte de brume en hauteur, mais ça fait quand même un halo autour du soleil. C'est joli. Voilà. Ok. Et ça réduit moins la luminosité. Là, c'est plutôt blanc. On va dire environ blanc. Alors que là, c'est plutôt gris, gris pas sympa, quoi. Hein. Gris dépression. Ok. Ça, c'est gris. Hein. Il n'y a pas écrit Gus. Okay. Ça, c'était le cirrostratus. Il nous reste le cirrocumulus. Je crois que j'ai pas grand chose à vous dire sur le cirrocumulus. Ils sont rares. Voilà. Ça se présente, donc lui il est rare et de toute façon j'ai rien à vous dire dessus. Donc, comment il s'écrit? CC, hein, je crois. Ouais, CC. C'est en gros la première lettre de chaque fois. Et ensuite, on a mon préféré, on va effacer ici. C'est des virgules comme ça. Regardez comme il est beau. Ah, il est beau. Oui. Ceci est le cirrus. Hop. Ça peut faire un très bon parrain. Ok. Ah non, ça c'est Sirius, pardon. Alors, voilà. Hop là. Ouais. Elles sont pas toujours très bien. Ouais. Soyons honnêtes. Le cirrus, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? C'est un petit nuage très mignon, certes, mais surtout, il arrive à quel moment? Au vent chaud. Exactement, c'est l'annonçateur du front chaud. Donc quand on voit des petites virgules comme ça dans le ciel, qui sont très jolies, on sait qu'il y a un front chaud qui arrive. Ça nous fait une belle jambe. On sait qu'il va y avoir des perturbations qui vont arriver aussi, du coup. Ok? Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à parler des gros méchants? Alors, on va faire une parenthèse sur un qui n'est pas déjà dessiné ici, juste après. On va parler d'abord... Alors, j'aime pas comment je l'ai fait mon tableau. Le gros méchant qui monte à côté des stratus ici. C'est... Je vais le faire... Ah, vous n'avez pas laissé la place, je suppose. Bon, c'est pas grave. C'est le nimbostratus. Alors, le nimbostratus, c'est des stratus comme ça, qui sont à moitié reliés entre eux, comme ça. Hop, je sais pas si vous voyez, c'est très bien fait. Hein. Hop, merci.
Et vous voyez que ce nimbostratus, il a une hauteur qui se va dans les 3 couches. Ok? Donc ça c'est important, le nimbostratus. C'est donc un NS. Je me trompe pas. C'est ça. Voilà. Et ensuite, on va avoir le petit méchant. Alors le petit méchant qui n'est pas dessiné sur le truc, je vais le faire ici. Un cumulus, quand il va commencer à grandir, il va commencer à venir, quand les vents ils commencent à s'empirer, d'accord, quand ça commence à se dégrader, il va commencer à grossir. Donc j'avais mon cumulus qui était là. Non. J'avais mon cumulus, voilà, le petit mouton qui était là. Et les vents sont en train d'empirer. Qu'est-ce qui se passe au moment où ça empire? L'air qui est là, si c'est de l'air chaud par exemple, voilà. Bon, vous ferez le dessin mieux que moi. Ok? J'espère qu'il vous plaît. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle le TCU. Le TCU, c'est le cumulocongestus, je crois qu'il s'appelle en français. Ouais, c'est ça. Cumulocongestus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai là, le vent est en train d'empirer, les conditions climatiques sont en train de s'empirer, ça commence, ici là, à faire des bons gros vents, ça peut aller à plusieurs centaines de kilomètres/heure, hein, le vent à l'intérieur. Et du coup, lui, ça commence à être le mec pas hyper sympa, parce que lui, il va commencer à nous faire de la grêle, des orages, des trucs comme ça. Et ensuite, son grand frère qui arrive avec ses petits bras musclés, c'est l'évolution de lui, c'est un peu comme les Pokémon, hein. Hop là. Et alors l'évolution de lui, c'est qui? Le cumulonimbus. Alors le cumulonimbus, c'est la même chose, sauf que en haut, ça fait une sorte d'entonnoir comme ça. Oh, j'ai eu la flemme, hein. Ok. Ça, cumulonimbus. Lui, c'est le gros méchant. C'est le méchant des méchants. C'est l'ECB. Hop. Lui, c'est lui qui est responsable des pires trucs. Grêle, orage, vent hyper violent, parce que comme j'ai des gros vents comme ça qui vont à plusieurs centaines de kilomètres, ici j'ai des gros appels d'air aussi. Donc ça peut en plus, faut pas s'en approcher d'eux parce que souvent les gens, alors je regarde moi des vidéos sur internet d'accidents, de rapports d'accidents. Et les gens ils croient que s'ils passent assez loin, ça va, c'est tranquille. Sauf qu'en fait, même pas très loin, tu as des appels d'air de malade qui a tendance à te tirer vers lui. Et en fait, à partir du moment où tu es entré dans l'aspiration, après c'est fini quoi. Sans parler de dedans où les vents sont tels que ça arrache les ailes direct. Hein. La structure elle tient pas. C'est-à-dire qu'en fait, les 3/4 des accidents dans ces trucs-là, ils arrivent ici. T'as même pas eu le temps d'aller dedans mourir, que t'es déjà mort avant parce qu'en fait tes ailes, ta carcasse, tout s'est arraché quoi. Ah, c'est des vents à plusieurs centaines de kilomètres. C'est ça qui provoque des tornades. Et c'est ça qui provoque, entre autres, c'est une des provocations de tornades. Voilà. Donc, en gros, quand on vous pose dans le BIA là, quel est le nuage qui crée des orages? Le cumulonimbus. Quel est le plus gros des enculés des nuages? Le cumulonimbus. En gros, c'est lui l'ennemi numéro 1. Ok? Donc là, vous lui mettez une cible sur sa tête, vous le mettez dans la vôtre, et comme ça, vous retenez que lui, c'est le méchant, c'est l'homme à abattre. Ok? Le reste, le cumulocongestus, c'est le petit frère du cumulonimbus. C'est le petit cumulus qui a envie de se jouer racaille et qui est en train de monter dans les échelons de la société des méchants. Quoi. Ok? Voilà. Voilà un petit peu ce qu'il faut retenir sur les nuages. Donc les nuages, la règle, elle n'est pas compliquée, mais elle est un peu chiante. C'est que le nimbus, voilà, nimbus, ça veut dire que ça se balade comme ça. Là. Ok? Là, j'ai rien. Donc là, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je fais un cercle rayé pour dire j'ai pas de préfixe. Juste au-dessus, j'ai l'alto, juste au-dessus, j'ai le cirro, et si ça se balade sur les trois, c'est le nimbus. Et ensuite, j'ai les nuages stables, les nuages instables. Donc ça, c'est un nuage stable qui aurait dû être ici. Et lui, c'est un nuage. Ça, c'est deux nuages instables. Et le pire, c'est lui, mais lui, c'est juste avant, quoi. Voilà. Est-ce que ça va à peu près? Très instable. Lui, c'est les pires, ouais. Ils sont dans les instables, mais c'est les boss de la catégorie des instables. Ok? Voilà un petit peu l'idée. Est-ce que j'ai d'autres trucs que je voulais vous raconter dans tout ça?
je pense que ça va. En vrai, on a déjà dit pas mal de choses. Ok, donc pour tout ça, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, je vous invite à aller voir M14, M15 par exemple, qui vous parle de tout ça, de ces nuages stables, instables, tout ça, tout ça. Ok? Ça va? Je vous ai pas encore trop perdu? Cool. Moi, la première fois où je l'ai appris sur un manuel où les photos elles étaient d'une qualité dégueulasse. Je pigeais rien. Alors qu'en fait, c'est pas compliqué. Enfin, pas compliqué. C'est pas forcément évident, mais vous verrez des photos. Il faudra des fois identifier les types de nuages. Bon, c'est simple. Hein. Ceux qu'on va vous demander le plus, c'est cumulus, les stratus sous forme de brouillard au sol ou sous forme d'en altitude. Si vous voyez un halo, c'est que c'est un cirrostratus. Si vous voyez un ciel dégueulasse où il se passe rien, sur une photocopie en noir et blanc. Voilà. Ouais. Ouais, ouais. Après, dehors, là, c'est un peu... Alors, il y a ça, plus... En plus, on a de la neige, donc on doit avoir des altocumulus ou des cumulus quelque part. Qu'on ne peut pas forcément voir, mais ils existent. Ok? Voilà. Alors, techniquement, les altostratus, les stratus peuvent légèrement faire de la pluie. Mais comme c'est pas des trucs qui continuent à monter, théoriquement, c'est pas eux qui font la majeure partie de la pluie. C'est vraiment les trucs qui sont ici qui ont tendance à monter, qui se débarrassent de leur eau supplémentaire, quoi. Voilà. Est-ce que ça va? Est-ce que vous voulez faire une pause 10 secondes ou ça va? Bon, ben allez, on continue le temps que j'efface et c'est reparti. Je peux effacer ça? Ok. Hop là. Alors. On va parler maintenant. On a fait le gros quand même là de la partie météo sur ces nuages là. Il y a quand même pas mal de questions qui posent sur les nuages. Hein. Ok. Ensuite. Je suis en frise. Non, c'est bon. Ok, tout ça on l'a vu, ok, blablabla, ok. Alors je voulais juste vous en montrer un avant. Quand même, il y avait un nuage que je voulais vous montrer. Voilà. Est-ce que tu peux me couper la lumière, s'il te plaît, 2 secondes, Siméo? Je voudrais montrer. Voilà, celui-là. Hop. Ce nuage-là, je pense que. Voilà. Ça, c'est un nuage lenticulaire. Voilà, c'était juste pour vous le montrer parce que je le trouve très joli. Ça fait comme une assiette au-dessus de la montagne. D'accord? Voilà. Alors c'est lié à quoi? Ben, c'est lié à l'air qui monte autour de la montagne. Et donc du coup, ben, on va avoir ici un nuage qui est plutôt comment? Plutôt stratiforme ou plutôt cumuliforme? Stratiforme, on voit bien que ça fait une strate, quoi. Ouais. Du coup, là, ceux qui ont les traits de là où on change en alerte, c'est les cirrus, du coup. Alors, tu me parles de quoi? Du manuel? Non, non, ce qu'il y a sur la photo là. Sur laquelle? Celle que moi je montre? Ouais. Ça? Non, là il n'y a pas de cirrus. C'est quoi les traits blancs en derrière? Ça? Ouais. Bon, c'est des traces de trucs. Après, nous on voit, alors attention, hein, nous on voit les grandes catégories de nuages. En réalité, quand je prends les cumulus, il y a une sous-famille incroyable de cumulus. Vous n'êtes pas météorologue, vous n'êtes pas marabout non plus, donc tant pis. Je vais vous montrer quand même un cirrus, parce que je trouve que c'est beau. Je vais marquer nuage, parce que sinon on ne va pas voir un nuage. Hein. Voilà. Est-ce qu'on va avoir une belle photo de nuage? Là, celle-là, elle est pas mal, celle-là, elle est pas mal. Voilà. Donc, je sais pas si on va les voir. Voilà. Là, ici, bien vu. Ok. Ici, on arrive à voir, regardez, on voit bien les petites virgules comme ça. Touc, touc. C'est joli. Et ensuite, en voilà une autre, où on voit, ici, que ça fait des apostrophes comme ça. Ça va l'idée? Donc, c'était juste pour vous montrer un petit peu. Après, les autres, si vous voulez voir les cumulus, hop, un cumulus normal, ça ressemble, bah, voilà, hein, ce que vous connaissez en fait, hein, les cumulus. Et on va juste regarder le cumulonimbus. Cumulonimbus, parce qu'il est quand même beau à voir. Il y a eu des très belles photos récentes. Voilà. Là, on en a un qui est très beau, regardez celui-là. Celui-là, il est beau. Voilà, bon, on va prendre celui-là. Voilà. Là, on voit bien le côté enclume du cumulonimbus. Hein. Et là, on sait que il fait pas bon être en dessous, il fait pas bon être à côté. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Allez, go, on passe à la suite. On passe ici au nuage associé au front. Alors, on peut rallumer la lumière si tu veux bien. Merci. Il faut retenir, oui. Ok. Il faut retenir où?
il faut retenir deux petites choses sur ces nuages associés au front. Il faut retenir que à l'avant du front chaud, G1, Ça, c'est les cirrus. c'est les cirrus. Ensuite, je vais avoir, alors on va pas trop parler de tous les nuages, mais en gros, on va avoir des cumulus avant et des cumulus après. On a de la pluie après ici et après ici. Ici aussi, on a de la pluie. Et surtout, ici, on a notre super pote qui est là, le cumulonimbus. Donc ici, en plus, on va avoir tendance, ça c'est des éclairs. Ah ouais, là, c'est. Là, c'est un éclair là. Waouh. Pikachu, il est jaloux de mon éclair. Hop là, ça c'est un éclair, ok? Donc ici, on va avoir tendance à avoir des éclairs. Dans tous les cas, sur les deux fronts, on va avoir tendance à avoir de la pluie. Ok? C'est bon pour tout le monde? Pendant l'occlusion. À l'occlusion, tout ça, ça remonte. Et on va avoir une grosse couche de très mauvaise visibilité quand il y a une occlusion. Parce que tous les nuages, vous imaginez que je prends tout ça et je rapproche. Donc en gros, je vais avoir ici une couche de tassement de nuages. Et quand on a des occlusions, la visibilité, elle est pourrie. Hein. Ok? Monsieur, vous avez oublié la neige. Oui, bon, il y a de la neige aussi. C'est bon pour tout le monde? Allez. Donc ça, c'était juste pour en parler un petit peu. Et du coup, les précipitations, c'est dans la vidéo, par exemple, M16, je dirais. Ouais. Je suis pas certain à 100% qu'on parle de la même chose, mais ça fait des trucs. Ce qui se passe, c'est qu'en gros, quand il y a de la température négative, il va y avoir dans le nuage à la fois des cristaux de glace et des gouttes d'eau. Les deux coexistent. En fait, c'est pas tout qui est en glace ou tout qui est en eau. Et il va y avoir un transfert d'énergie des uns vers les autres. Et c'est ça qui va faire ensuite les précipitations. En vrai, il existe deux grands effets que je ne vais pas vous parler, parce que c'est trop compliqué. Le premier qu'on peut imaginer, j'ai plein de petites gouttelettes comme ça. J'ai une gouttelette qui commence à tomber. Qu'est-ce qui se passe pour les autres? Ben, elles rejoignent sa pote et la gouttelette est grossie. Voilà, ça c'est une première méthode. Ensuite, il peut y avoir les changements de température et il peut y avoir aussi des trucs où les gouttelettes, petit à petit, chacune, elles grossissent. Donc là, j'avais elle, là, elle prend un peu de poids. J'ai elle prend un peu de poids. Et il y a un moment, elles sont trop grosses et elles tombent. Ok? Voilà. Pourquoi une goutte, ça a cette forme d'ailleurs? Parce que c'est le plus aérodynamique. Ouais, c'est ça. En fait, c'est l'aérodynamisme de la goutte, c'est voilà, et les flux d'air, ils vont faire ça. Hop. Ouf. En fait, si on regarde la forme de nos ailes, Pareil. c'est à peu de choses près la même chose. Un peu plus allongé. Ok. Donc là, je rentre pas plus dans les détails. Vous n'avez pas besoin de savoir plus que ça pour la formation des trucs. Il existe plusieurs trucs et suivant si la température est au-dessus ou en dessous, ben, on peut avoir des trucs un peu chelous. De type, bon, ben, la neige, ça c'est le plus cool, bien sûr. Yes. En gros, il fait pas loin de 0 degré partout. Voilà. Le grésil, c'est, il y avait de la neige. En fait, ici, il fait un tout petit peu plus chaud, ça se transforme en eau. Et il refait un petit peu plus froid en bas, parce que vous savez que les couches d'air, il peut y avoir des couches d'air plus chaudes qui sont arrivées. Hein. Et donc, du coup, ben, il tombe des trucs. Alors, c'est pas vraiment de la neige, c'est pas vraiment de la grêle, c'est pas vraiment de l'eau. C'est le grésil. On peut avoir la pluie verglaçante. Alors là, c'est quoi? J'avais de la neige, il tombe de l'eau. Sauf que proche du sol, la température est négative. Et donc, c'est encore de l'eau, mais au moment où ça va taper, ça se transforme légèrement en verglas. Ok? Donc ça rejoint ce qu'on disait, les gouttes en surfusion en gros. Hein. Il est une température négative avec des gouttes qui peuvent être encore sous forme liquide. Et ensuite la pluie, c'est qu'il tombe de la neige et il fait moins de 0 degré, il fait plus de 0 degré, donc ça fond et donc ça arrive en forme de gouttes. Donc quand ça sort d'un nuage, c'est forcément de la neige. Non, ça peut être des gouttes aussi. Ah, d'accord. Voilà, c'est juste là des exemples. C'est juste des exemples. C'est pas voilà. Voilà pour ça. Et maintenant, on va pouvoir parler de quelques petits trucs sympathiques. C'est dans M17. M17. Alors, c'est quoi la différence entre la bruine et la pluie? Est-ce que vous savez? Ouais. La bruine, c'est des petites gouttelettes d'eau. C'est minuscule. La bruine, quand vous passez dans la bruine, vous n'avez pas l'impression qu'il pleut, donc vous n'avez pas envie de mettre un parapluie.
mais à la fin, vous êtes trempé encore pire que quand il pleut. Comme de la bruine, comme on fait quand on sort d'internat. Ouais, des fois il y a de la bruine. Ouais. D'ailleurs, tu te dis, bah, écoute, ça. Ouais, ça va, et au final, tu es encore plus trempé parce que les gouttes, elles sont tellement fines qu'elles pénètrent vachement bien dans les habits. C'est infâme. La bruine, le dessin sur les cartes aéronautiques, c'est ça. J'ai un point, avec, ça fait une virgule en fait. Ça, c'est le dessin de la bruine. La pluie, les averses, le dessin ou le symbole, c'est 3 barres. La neige, attention, gros suspense. Le symbole, c'est une étoile. Ouais, je sais, c'était un peu étonnant. Voilà. La pluie, ici, dans les nuages, ils ont dit des nuages qui font de la pluie, les altostratus, les nimbostratus. Je rajouterai quand même les cumulonimbus, quand même, qui sont nos pires ennemis. Les TCU, les stratus congestus, vous savez, les bébés de cumulonimbus. Ok, voilà. Et la neige, on va dire que c'est surtout les nimbostratus. Surtout, mais pas que. Mais bon, c'est pour vous donner des idées de trucs qui peuvent créer des choses comme ça. Stratus, stratocumulus, vous remarquerez que c'est plutôt des trucs dans la couche basse qui donnent de la bruine. En fait, les gouttes, elles n'ont pas le temps de se charger en beaucoup d'autres gouttes. Elles sont proches du sol. La pluie, on est un petit peu plus haut, altostratus, nimbostratus. Nimbostratus, il s'étale. Donc les gouttes, elles ont le temps de se charger avec des potes, quoi. Et de faire un groupe et d'arriver pour vous tomber sur la gueule sous forme de gouttes. La neige, c'est particulier. La neige, c'est que ça dépend des températures plus que de la forme, enfin, plus que des nuages en eux-mêmes, quoi. Ok? Ça va à peu près? Allez, on en arrive à la fin. Après la neige, on a quoi d'encore plus froid, de moins sympa? La grêle. La grêle, c'est qui? C'est notre très cher copain, les cumulonimbus et les TCU aussi. On n'oublie pas qu'il y a aussi les TCU. Hein. TCU, les bébés cumulonimbus. C'est quoi le symbole de la grêle? C'est une bonne question, je me souviens plus. Je dis. Si, c'est plein de petites boules, je crois. Non, je crois que c'est pas un triangle à l'envers. Je vais regarder. Je vais vous laisser faire le questionnaire, après je vais regarder et je vais vous donner le symbole de la grêle et le symbole des averses parce que je crois que le symbole des averses, c'est... Alors attendez. La pluie, ça doit être 2 traits, les averses, ça doit être 3 traits, je vais vérifier. Ok? Bon. Du coup, on a fait le tour de ce module. Est-ce que ça va? Donc dans ce module, ce qu'il faut retenir, c'est la nomenclature des nuages. Voilà. Donc là, je vais chercher juste... Ah voilà, je les ai là. Hop là. Alors, les symboles. Putain, donne-moi le truc. Il est où? Les averses, c'est un point, c'est un truc comme ça. Voilà. Averse, ah oui, je me souviens de la technique qui nous disait. Donc dans averse, ok, c'est bon. C'est comme un V, d'accord? Bon, mais je suis obligé de le fermer quand même, mais c'est comme un V. C'est le V de averse. Ok? Et grêle, il y a un accent circonflexe sur le dessus. Donc la grêle, c'est ça. C'est un triangle vers le haut. Ok? Voilà un petit peu les deux grands symboles. Et ces symboles-là, on va les retrouver quand on fera les cartes météo, c'est-à-dire dans la semaine prochaine. La semaine prochaine, on voit les cartes météo, et là, par contre, je vais vous expliquer un peu plus la pratique des cartes. Ok? Et on va se faire une petite prévision en supposant qu'on voudra aller voler le samedi d'après, si vous voulez. Comme ça, on fera un truc, une étude pratique de comment j'étudie mes cartes pour faire un peu Evelyne Delia. Alors, je vais faire ça. Alors, la semaine prochaine, il fera ça. Voilà. On va dire le temps qu'il fait, le temps qu'il fera. On regardera les messages aussi. Et on fera une petite prévision pour... est-ce que aller voler samedi, c'est possible si je veux aller à Aurillac, par exemple? Et on va faire une petite prévision comme ça. Ok? Et ça, c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on va... avant d'aller voler, théoriquement, on est censé vérifier toute la météo, plus les prévisions, plus les trucs comme ça. Pour être sûr qu'on ne va pas avoir de problème et qu'on ne va pas se faire surprendre par exemple... des zones nuageuses ou des brouillards qui viendraient d'un certain endroit. Parce que la surprise, c'est le pire, quoi. Ok? Allez,
On se fait le questionnaire. Allez, on finit ça. Du coup, le degré hygrométrique, c'est quoi? On va demander à... Allez, Corentin. C'est le rapport entre la masse de vapeur d'eau contenue effectivement dans l'air et celle que fait air qu'on peut dire au maximum. Exactement. Est-ce que c'est un degré de température? Rien à voir. Je vous avais dit, hein, le mot degré, ils aiment bien ça parce que pour des élèves qui n'ont jamais suivi le cours ou qui ont suivi ça un peu à l'arrache, le mot degré, on se dit tout de suite c'est une température. Or là, c'est un degré hygrométrique, donc il faut bien se rappeler que c'est en fait le pourcentage d'humidité. Nous, en langage courant, on l'appelle le pourcentage d'humidité. Hein. Ok? Quand le bulletin météo prévoit que le point de rosée et la température ambiante seront bientôt identiques, il faut s'attendre à quoi? Du coup, Mathis. Ouais, du brouillard. En gros, ça veut dire quoi que la température et la température de rosée sont les mêmes? Ça veut dire que ma boîte, je vais être à la température où ma boîte elle est à 100%, quoi. Donc, j'aurai du brouillard. Ok? Dans la troposphère, aux latitudes tempérées, c'est-à-dire chez nous, les nuages de l'étage moyen sont situés entre quoi et quoi? Alors, du coup, Zachary. 2000 et 6000. 2000 et 6000 quoi? Parce que j'ai des pieds, j'ai des mètres. Donc déjà, je peux éliminer les 10 000, les 20 000. Déjà, entre 10 000 et 20 000, ça commence à faire haut. Hein. On n'est plus trop dans la troposphère par chez nous. Donc déjà, celui-là, c'est mort. Ensuite. Du coup, c'est des mètres. Ouais. Ah oui, c'était des pieds, pardon, ici. Donc ça, on ne peut pas l'éliminer. C'était 2000 et 6000 mètres. Je suis d'accord. C'est bon pour tout le monde? En dessous de 2000, on est dans les nuages de la couche basse. Au-dessous de 6000 jusqu'à à peu près 11 000, on est dans les étages hauts. Ces nuages s'appellent comment? Ça, c'est les nuages qui s'appellent les altos. Et quand c'est au-dessus, c'est les cirros. Ok. Ensuite, indiquer lequel de ces groupes de nuages ne contient que des nuages stables. Donc, ce qu'il faut là, c'est éliminer les instables. Moi, ce que je fais dans ces cas-là, je fais des croix sur les instables. Les instables, c'est ce qu'on appelle les... Nimbus. Non. Nimbus, c'est ceux qui sont étalés en hauteur. Les Cumulos. Donc, les instables, c'est les cumulos. Donc, déjà, le cumulonimbus, c'est notre grand ennemi. On va éliminer lui en premier. Cumulonimbus, il est ici, donc on peut l'éliminer aussi. Et là, il nous reste ces deux-là. Et là, maintenant, il faut savoir, est-ce que c'est plutôt des stratus ou plutôt des cumulus? Donc, tout ce qui est cumulus, c'est nos ennemis, petits ennemis. Hein, des gentils, mais pas des trop gentils. Et donc, là, c'était la B. Tout ce qui est stratus, c'est les stables. Ça va, l'idée? Ok, cool. Ensuite, l'ensemble des mouvements verticaux de l'air, ascendant ou descendant, dû au réchauffement diurne du sol. Alors déjà, ça veut dire quoi, le réchauffement diurne? de la journée. De la journée diurne. Comment ça s'appelle quand c'est la nuit? Nocturne. Nocturne. Voilà, effectivement. Donc, les mouvements verticaux, ça s'appelle comment? Du coup, la suivante, c'était toi, je crois? Ouais, la convection. La convection, effectivement. Tous les autres. Alors, conduction, c'est quoi? C'est par contact. C'est le contact. Voilà. C'est par exemple quand vous attrapez la poignée de votre casserole et qu'elle est bouillante et que vous êtes un peu déçu, ça c'est de la conduction. Coalescence et subsidence, on les élimine. On ne sait pas ce que c'est, donc on les élimine. Ok? Alors, ça ne veut pas dire que ça ne pourra jamais être des mots comme ça. Parce que vous savez, je vous l'avais dit, au BIA, ils aiment bien les petites questions un peu tordues où c'était pas au programme. Mais dans l'ensemble, si on peut choisir des trucs qu'on connaît. Le phénomène de convection, il est plus intense à quel moment? Alors, du coup, ça va être Albin. Est-ce que c'est l'hiver le matin, l'hiver l'après-midi, l'été le matin, l'été l'après-midi? Je suis vraiment pas sûr, mais l'hiver durant l'après-midi? Alors, regarde, la convection, c'est dû à quoi? La convection, c'est j'ai mon sol, il chauffe, et au moment où ça chauffe, ça fait des bulles d'air chaud. Oui. Et ces bulles d'air chaud montent. Oui. Donc, à quel moment le soleil il tape le plus? Ben, l'été l'après-midi. Exactement, l'été l'après-midi. Là, c'est ok. D'ailleurs, alors je reprends mon expérience personnelle, mais quand on fait du parapente, par exemple, ou quand on fait de l'avion, au début, quand on est en débutant, Ah bah non, on vole le matin. faut pas se faire Parce que le matin, il n'y a pas de bulle. Donc, s'il n'y a pas de bulle, on n'a pas les turbulences qui nous donnent envie de gerber. Voilà. Quand on commence à avancer un peu plus dans sa formation, aller voler l'après-midi, c'est un peu plus sympa parce qu'il y a un peu plus à
ça bouge un petit peu plus, donc c'est pas le petit yaourt très calme, très léger, très voilà. Voilà, on a des trucs qui bougent un peu. Une sensation. Exactement. Et on a un peu moins envie de vomir parce qu'on est plus habitué aussi. Parce qu'au début, je peux vous dire que on est un peu stressé, on est un peu crispé, donc ça ajoute un peu à tout ça, quoi. Ok? Allez. L'orage, c'est caractéristique de qui? Timéo, réflexe, ferme les yeux, dis-le direct. Bah oui, le cumulonimbus, bien sûr. Bien sûr. C'est notre ennemi juré numéro 1. La cause la plus fréquente de formation des nuages dans l'atmosphère. Et ça va être pour Romain du coup. Est-ce que c'est un soulèvement d'un ensemble de particules d'air humide? Est-ce que c'est un affaissement? Affaissement, ça veut dire qu'il redescend. Est-ce que c'est un réchauffement de l'air en altitude? Ou est-ce que c'est une montée rapide des températures? Moi, je mets La A, je suis d'accord. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est ma petite boîte qui est à 70% d'humidité. Et quand elle monte, parce qu'elle était trop chaude, quand elle monte, elle rétrécit. Et donc, soulèvement d'un ensemble de particules d'air humide. Ok? Oui, j'ai eu la moitié de hockey en même temps. C'était délicieux. Voilà. Les nuages qui peuvent donner des averses. Vincent, c'est lesquels? Alors déjà, si on nous propose le cumulonimbus 3 fois, déjà le cumulonimbus, on sait qu'il nous fait des orages, des averses, de la grêle, il nous fait tout. Donc c'est notre ennemi. Donc déjà, si on a le choix de prendre le cumulonimbus, on va aller le choper. Ici, il y a du stratus et du cirrus. Le cirrus, c'est ce qui risque de nous donner des masses d'air instables. Le cirrus, c'est le pépère, hein, c'est la petite virgule. Donc le cirrus, je peux l'éliminer. Et ensuite, il me reste le choix entre que des cumulus, et là, j'ai quoi? J'ai un stratus. Donc, voilà, entre les deux, je vais prendre les instables, c'est les cumulus. Ok? Voilà. En gros, c'est une question de vocabulaire, mais c'est bien aussi de le faire des fois par élimination, quand vous ne savez pas. Imaginons, je ne sais plus entre ces deux. Bah déjà, j'ai une chance sur 2, alors qu'avant, j'avais une chance sur 4. Là, monsieur, vous avez fait la 28. Ouais, c'est ça que je viens de. Quoi? Oui, c'était on était à la 27. Ouais, on était à la 27. Bon, mais du coup, c'est juste pour la 28. Non? Ah oui? On a pas fait la 27, quoi. On n'a pas fait la 27? Ah d'accord, ok. La 26, Pardon, excuse-moi, donc les averses, c'est qui? La 27. C'est le cumulonimbus. Et le cumulus congestus, son petit frère là, c'est eux qui donnent les averses. Oups, désolé, j'avoue, je me suis enflammé. J'ai vu cumulonimbus 3 fois, je me suis dit, allez, suis à l'ennemi. Bon, bah tant pis. Mais on a fait la 28 aussi. Du coup, il en reste une pour Nathan. Nathan, après le coucher du soleil, dans la plupart des cas, les très basses couches de l'atmosphère sont quoi? Alors, Très stable. ouais, effectivement, c'est très stable. Alors ça, c'est plus une histoire de feeling. Hein. Le soleil s'est couché, le vent aussi. Allez, merci, à bientôt, à demain. Ouais. Ça, on n'en a pas parlé et je ne sais pas vous l'expliquer plus que ça. Mis à part qu'on n'a plus le soleil qui chauffe, donc il n'y a plus les décollements habituels. Mais voilà, c'est plus. En plus, il y a marqué dans la plupart des cas. Alors là, ça veut dire qu'il faut avoir fait des stats sur la météo. Bon, je ne sais pas vous l'expliquer mieux que ça en vrai. J'y réfléchirai, mais là, comme ça. Ok. La 30. En été, par une chaude journée, l'apparition de gros cumulus en fin de matinée, ça annonce quoi? On est maudit du record. Alors, on en était du coup en ligne. Tiens, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas parlé. Merde. Oups, je me spoil tout seul. Désolé. Hop. En ligne, donc on va demander à Théo. Est-ce que tu sais, en été, par une chaude journée, l'apparition de gros cumulus en fin de matinée, ça annonce quoi? Est-ce que tu as une idée, Théo? Un risque d'orage? Ouais. Ouais. Exactement. Ça risque des orages. En gros, c'est des gros cumulus qui apparaissent d'un coup. Ils vont se transformer en cumulus congestus, qui vont se transformer en cumulonimbus. Ok, c'est le début de la fin, là, si ça apparaît d'un coup. Du coup, on va demander ensuite à Émilie, l'apparition dans le ciel de nuages de type cirrus, ça annonce quoi? Alors, déjà, ce qu'on peut faire, c'est se dire dans notre tête qu'est-ce que ça annonce. Les cirrus. Émilie. Émilie? Oui. Donc, je te demandais, l'apparition des cirrus, ça annonce quoi? Avant même de regarder les 4 questions, qu'est-ce qu'on sait sur les cirrus? Ils sont beaux, ouais.
Il ressemble à des petites virgules trop jolies. C'est le début du front chaud. Ok? Donc maintenant, on va regarder les propositions. Parce que des fois, ça peut être l'apparition d'une masse d'air chaud. Bon, là, c'est une masse d'air froide qu'on nous propose, donc c'est pas ça. Hein. C'est pas le front froid, c'est un front chaud. Un réchauffement par rayonnement des basses couches de l'atmosphère. Ça peut être ça. Alors, c'est pas impossible, j'en sais rien. Je vais pas l'éliminer, je vais essayer de prendre la plus probable. Un changement de température dans les heures qui suivent. Ah, on a dit c'est un front chaud. Donc ça veut dire qu'il y avait de l'air froid avant et qu'il y a de l'air chaud qui arrive. Donc ça, pour l'instant, moi je dirais que c'est ma plus probable. Mais monsieur, il a marqué un chauffement de temps. Un changement de temps. Oui. Un changement de temps, oui. Mais s'il faut, l'air il était chaud et là. Alors de température, mais aussi de météo, parce que le Cyrus il arrive, on est dans un ciel encore pas chargé. Mais avec le front chaud, il y a tous les nuages qui arrivent. Donc voilà. Mais imaginons qu'il faisait déjà chaud avant. Ça n'empêche pas que si c'est un front chaud qui arrive, il est plus chaud que l'autre air. En fait, c'est en relatif. Un front chaud. Est-ce que c'est la mise en place d'un air stable pour plusieurs jours? Clairement, non. Ça, c'est sûr que non. Hein. Le front chaud qui arrive, on sait qu'il va y avoir les nuages et on sait que derrière, il va y avoir l'air froid qui va arriver pas loin derrière. Et que l'air froid, il arrive avec un petit cumulonimbus des familles. Donc, voilà. Ok? Donc, personnellement, j'étais un peu convaincu par la C. La B, je sais pas. Je vais prendre la C. Hein. Ok? Alors, je vous dis juste comment moi je fais le jour de l'examen. Je m'élimine celle que je suis sûr que c'est pas ça. Et ensuite, entre les deux, j'hésitais celle-là. Donc, si j'hésite, ça veut dire que j'ai quand même une tendance à préférer. Et effectivement, c'était la C. Ok? Mais c'est juste qu'il faut que vous choisissiez la réponse qui vous inspire le plus. Une rue de nuages est une particularité météorologique que l'on rencontre où? Alors, ce qu'il faut savoir, une rue de nuages, et je vais vous montrer des images parce que c'est très joli, c'est les jours où il y a du vent. Voilà. Alors, effectivement, on pourrait penser que c'est parallèle aux vallées parce qu'on imagine bien les deux montagnes et les nuages qui rentrent au milieu. Et c'est pas ça. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va couper la lumière pour que je puisse de nouveau faire une projection qualitative. Allez, j'ai oublié des frises. Hop. Voilà ici un exemple de rue de nuages. En gros, il y a du vent et vous voyez que ici, les nuages, ils se créent, ils se perdent comme ça là, en forme de rue. Alors, rue, c'est des fois un peu léger. Hein. Là, on voit une sorte de trait. On voit ici, c'est quoi comme type de nuage ça? À peu près? Des cumulus. Donc là, c'est une rue de cumulus. Un autre exemple, alors celui-là, on voit le côté rue. Hein. Alors en vrai, c'est rarement aussi propre que ça. Soyons honnêtes. Là, c'est vraiment l'exemple abusé. Voilà, là, c'est un peu plus ça. Une rue de cumulus, vous voyez, ça fait une sorte de ligne comme ça. Alors c'est léger. Hein. Si je vous en montre d'autres, une rue de nuages, on en a ici des très belles. Genre celle-là, elle est magnifique. On voit bien les traits comme ça. Pouf. Ok. Voilà. Et attention, il y a vachement de vent hein, dans ces trucs-là, forcément. Ok. Devant. Voilà, voilà. Donc je vous propose qu'on termine sur ces belles images. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.